Bonjour les fous de la food. Ici, c'est Virginie Legrand, chef à domicile épicurienne et hyperactive avec un parcours très atypique. Dans mon podcast, Passion sans modération, vous retrouverez tous les 15 jours des personnalités implantées dans la gastronomie d'aujourd'hui, des vrais amoureux du goût et de la vraie cuisine, des experts, tous enrobés d'une passion communicative. On parlera terroir, saveurs, créativité, artisanat. On vous racontera des histoires qui croustillent, des initiatives qui pétillent et qui font briller les yeux. Et on en a bien besoin aujourd'hui. Dans ce podcast, vous allez rencontrer des passionnés qui aiment partager, des entrepreneurs qui aiment se renouveler. Vous allez pénétrer dans les coulisses d'un monde délicieux, nourri aux convictions individuelles et aux engagements collectifs. Vous êtes curieux ? Alors installez-vous à notre table et on va se régaler tous ensemble. Bienvenue dans mon podcast Passion sans modération, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui vivent leur passion avec exigence et générosité. Ensemble, nous allons parler du terroir, de l'art culinaire, du savoir-faire et de l'engagement gastronomique. Installez-vous, c'est parti pour un joli voyage au cœur du goût. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Mas, dirigeant de la maison familiale Mas depuis 1884, spécialiste du foie gras, de la truffe et des produits gastronomiques pour les chefs. Bonjour Frédéric. Bonjour. Oh là, quel gros enthousiasme, merci. Olivier Michel, avocat, prof de droit, prof d'éloquence et passionné de pâtisserie. Il a lancé ses cours aux particuliers il y a 4 mois, exclusivement dans l'atelier de Michaud Commis Gâteau au Vésinet. Bonjour Olivier. Bonjour Virginie. Benjamin Biener, torréfacteur de céréales, membre du Collège culinaire de France et fondateur de Bibo, la marque de boissons chaudes alternatives. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors Frédéric, vu que je te sens archi motivé, est-ce que tu peux nous raconter brièvement l'histoire de la Maison Mas depuis 1884 ? Bon, c'est pas ton âge, évidemment. Jusqu'ici, ça va. Oui, avec grand plaisir. C'est d'abord une histoire de racines, puisque c'est une famille. On est une famille de la région parisienne, et donc des Halles de Paris, le ventre de Paris. J'ai un arrière-grand-père qui s'ennuyait dans l'éducation nationale et qui a eu l'idée de négocier de la truffe pour notamment les commerçants, les bouchers, les charcutiers au fin 19e siècle. Il a rapidement ouvert une échoppe dans une rue adjacente aux Halles de Paris. Et puis la maison a vécu comme ça pendant longtemps, deuxième génération, donc mes grands-parents. Et puis mes parents ont eu la bonne idée de suivre le déménagement à Rungis. Et ça, c'était un peu après que Rungis se soit installé en 68. Et Rungis, il faut se rendre compte qu'à l'époque, c'était une révolution. Par sa taille, par son ouverture sur le monde et donc une nécessaire adaptation à ce qu'allait se passer par la suite. C'est donc un développement géographique. Par la suite, ils ont eu envie, et quelle bonne idée, de s'installer à Lyon, puisque j'y réside aujourd'hui et je suis ravi de pouvoir avoir un pied. C'est le cœur de la gastronomie française. Oui, mais pas du tout, parce que après je vais parler de Nantes et Strasbourg, et chaque région revendique. Chaque région a du talent. Ouais, chaque région a du talent et des produits surtout. Et ensuite, ils ont ouvert la maison Mas à Nantes. Et puis, moi, j'ai eu la chance et c'était un vieux projet de la famille, un vieux rêve, d'ouvrir l'Alsace, avec Colmar et Strasbourg, qui sont aujourd'hui regroupés à Strasbourg. Nos clients, petit à petit, du charcutier boucher, on est rapidement passé au chef de cuisine restaurateur, et puis les traiteurs réception. Donc aujourd'hui, c'est le chef restaurateur en premier, du 3 étoiles au bistrot, c'est le chef charcutier, très important, et ça reste une profession que j'ai dans mon cœur, même si elle est plus rare aujourd'hui. Le chef boucher, les commerçants comme les fromagers, et puis le traiteur réception qui est devenu un métier à part entière. Donc ça, c'est vraiment un sacré métier et qui a des enjeux considérables. Et puis, on est devenu une marque, Mas, la maison du foie gras, et cette marque s'exporte dans une vingtaine de pays. Donc ça, c'était une stratégie vraiment importante pour nous, la stratégie de marque sur le foie gras. Et parallèlement, grâce aux restaurateurs, notamment un gros développement de produits sur des demandes de restaurateurs, sur la nécessité d'amener des produits de petits producteurs à nos clients. Donc un développement d'abord sur les produits de fin d'année. On va parler du saumon, du caviar, des escargots, mais petit à petit, les morilles séchées, par exemple les champignons secs, en particulier les morilles. Et puis, l'aventure très importante de la charcuterie ibérique, parce qu'on a été parmi les premiers importateurs. Là, on avait trouvé une pépite tout près de chez nous, en fait, et qui n'était pas du tout exploitée il y a une trentaine d'années.
Et puis des viandes, des volailles, de petits producteurs qui ont du goût, qui correspondent à ce que cherchent notamment nos chefs de cuisine. Voilà aujourd'hui le développement de l'entreprise. Et l'arrivée, il y a 1 an et demi, une arrivée surprise de la 5e génération, puisqu'on a un de nos fils qui a décidé de nous rejoindre après une carrière brillante de consultant. Je ne sais pas ce qu'il est venu faire avec nous, mais lui en a certainement une idée assez claire. Et c'est une belle surprise et une sacrée dynamique pour nous, puisque... on finit par s'essouffler un peu. Ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est que la femme de ma vie, Sabine, avec qui j'ai fait mes études de commerce, m'a rejoint en 2000. Et donc, une grosse partie du développement s'est fait grâce à elle. Et c'est elle qui a porté le développement du Trophée Mas, mais je crois qu'on en parlera tout à l'heure. Bien sûr. Merci en tout cas pour ce joli résumé qui montre aussi ton bel engagement. Olivier, toi, je crois que tu es aussi passionné. Tu es passionné de pâtisserie. Et comment tu as découvert cette passion qui semblait assez dévorante ? Alors, comment j'ai découvert ? Par l'esthétique du robot pâtissier, en fait. Voilà, c'est par là que je suis arrivé dans la pâtisserie. Belle réponse. J'habitais pas très loin de ce studio, à Paris, dans le 19e, et on a déménagé en 2018. Dans une maison avec une grande cuisine. Et donc, je me suis occupé de la déco de cette maison en janvier. Et à la Toussaint, je me souviens très bien, c'était le week-end de la Toussaint. Les magasins d'électroménager sont ouverts à la Toussaint. Donc, je suis allé acheter un robot, orange, évidemment. Et ce week-end-là, j'ai fait 2 gâteaux. Et depuis ce week-end-là, je n'ai pas arrêté de faire des gâteaux. C'est quoi ces 2 gâteaux ? Un cheesecake et un baba au rhum. Rétrospectivement, ils étaient délicieux, mais pas très beaux. Pas très beaux. Mais on s'en sort, on a le droit de s'auto-congratuler, Olivier, sans problème. Et comme je suis un peu un obsessionnel, j'aime bien apprendre, donc je suis tombé là-dedans, mais... Donc j'ai lu, j'ai bouquiné, j'ai regardé des vidéos, et j'ai testé. Et pendant très longtemps, je n'ai jamais refait la même chose, en fait. À chaque fois, c'était différent. Aujourd'hui, quelques années plus tard, il y a des choses qui reviennent, mais j'essaie toujours de faire quelque chose de nouveau. Créer. Et puis, il y a eu le premier glaçage miroir, le premier pochage, enfin des choses... Très dur, le glaçage miroir. Voilà, mais il y a eu des ratés, mais voilà, des choses qui te font passer des stades. Et puis faire goûter aussi, faire goûter aux amis, à la famille, et après d'avoir des retours, voilà, c'était plutôt positif. Et puis ensuite, alors je sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant, mais il y a eu l'émission... On y va. Il y a eu l'émission... Alors, il y a d'abord une copine, une très bonne copine qui m'a inscrit au casting pour Le Meilleur Pâtissier. J'ai failli l'année du Covid. J'étais sur le banc des remplaçants. Donc, j'ai souhaité qu'un des candidats se casse une jambe, j'avoue. Ça n'est pas arrivé. Normal. Donc, je suis resté sur le banc des remplaçants dans l'ombre. Et quelques années plus tard, ils m'ont appelé. Donc, la production de Cyril Lignac m'a appelé, mais non pas pour Le Meilleur Pâtissier, mais pour une nouvelle émission. Donc que je connaissais absolument pas, et donc ils m'ont chassé sur Instagram et donc l'Académie des gâteaux. L'Académie des gâteaux. Mais je connaissais même pas le nom de l'émission, je connaissais pas le concept, donc j'ai commencé le casting sans vraiment savoir. Je savais que c'était M6 et Cyril Lignac. Tu savais que c'était pour des gâteaux. Voilà. Je savais que ça n'était pas Le Meilleur Pâtissier, que c'était une nouvelle émission. D'ailleurs la période de tournage était différente. Voilà. Et après, ça s'est enchaîné assez rapidement parce que de là, j'ai découvert un labo pro. Une cuisine, c'est très cosy. Une cuisine chez soi, c'est cosy. On a une belle lumière jaune. En labo, c'est froid. La lumière est blanche. Et donc, j'appréhendais. Et j'ai adoré. Ça, c'est une vraie découverte. J'ai adoré travailler dans un environnement professionnel. Et puis, j'ai eu l'occasion de faire goûter mes gâteaux à des gens qui n'avaient aucune raison d'être gentils avec moi. C'est ça. Le fameux regard objectif. Voilà, le fameux regard objectif. Oui, c'est terrifiant. Donc, il y a Cyril Lignac, évidemment, mais il y a aussi... j'ai eu la chance de faire goûter à Philippe Conticini, Nina Métayer. Ah oui, des petites figures. Et les retours étaient bons. Donc après cette émission, j'ai décidé de passer mon CAP. Il a fallu trouver un mode opératoire pour continuer mon activité principale, faire l'école, faire le stage. Mais ça m'a convaincu que... Et puis après, je me dis, on verra ce qu'on en fait, voilà.
Merci Olivier pour la prie. première partie. Oui. Benjamin, donc là on parle de créativité. Donc toi tu as créé ton entreprise qui s'appelle Bibo. C'est quoi exactement ce concept un peu, beaucoup même novateur? Bibo, c'est cette envie de réinventer les boissons chaudes. C'est drôle, de Frédéric, tu parlais tout à l'heure de Racine, et un de mes slogans, c'est « Enraciné en France ». En fait, moi, je suis... C'est joli. Oui, c'est très sympa. Il n'y a que des gens bien qui viennent à cette table. Ça m'étonne pas. Frédéric. Moi, je suis né, j'ai grandi dans la campagne du Limousin. J'avais des grands-parents agriculteurs, alors plutôt sur de l'agriculture vivrière. Ils faisaient un petit peu tout ce qu'ils pouvaient pour vendre leurs produits sur les marchés et autres pour gagner de l'argent. J'ai un père qui, lui, était ouvrier de l'industrie agroalimentaire. Donc en fait, si tu veux, si je schématise un peu, mes grands-parents ont usé leurs mains pour cultiver la terre. Mon père a abîmé les siennes pour nourrir largement la population. Et moi, je passais mon temps derrière un ordi à étudier, ce qui me frustrait un peu et qui me questionnait énormément sur ce que j'allais faire de mes mains. Est-ce que ça t'attirait quand même? Ça m'attirait énormément, aussi bien l'artisanat que l'agriculture. Et à cette époque-là, j'étais en études de droit. Donc, Olivier, là, je peux connecter aussi. Je n'étais pas son prof. Hein. Mais là, je me retrouvais assez éloigné de tous ces sujets-là. Je me suis réorienté. J'ai fait un master en sciences de l'environnement. J'ai dû partir en Angleterre pour le faire parce qu'en France, les choses sont assez segmentées. On passe difficilement du droit à l'environnement, mais j'ai pu le faire en Angleterre. Et pendant mes études, je me suis attardé sur justement les sujets d'agriculture, les sujets de système alimentaire, et j'ai découvert l'impact environnemental du café. À ce moment-là, je consommais énormément de café. Je me suis rendu compte que c'était la même chose pour la plupart de la population et des gens autour de moi. Je me suis rendu compte que c'était des produits qui étaient pour le coup complètement déracinés de nos terroirs, là où la plupart du temps en France, on essaie quand même d'avoir des produits du terroir dans nos alimentations. Ça m'a énormément questionné et là c'est la partie plus culturelle qui est rentrée en jeu, où je me suis demandé si on n'avait pas quand même les ressources suffisantes pour innover dans ce secteur-là et donc utiliser des matières premières agricoles françaises pour les torréfier avec les savoir-faire de torréfaction que l'on a, pour créer des nouvelles saveurs, des nouvelles boissons, des nouveaux univers tout simplement. Super. Et pourquoi Bibo? Ça veut dire quoi Bibo? Eh bien Bibo, on reboucle avec la racine, c'est la racine latine de boire. Alors du coup c'était ce côté retour à nos racines, retour au terroir, et c'était également un petit clin d'œil à un des premiers produits que j'ai transformé qui était la chicorée, qui est une racine aussi. D'accord, merci beaucoup. Très bien. Alors justement, on parle d'adaptation, d'enjeux modernes. Frédéric, comment la maison Mas s'adapte-t-elle de plus en plus aux attentes des consommateurs d'aujourd'hui? Alors, je vais d'abord préciser que nos consommateurs sont des professionnels. Ça, c'est important. Et ce qui a changé fondamentalement par rapport à ce que pouvaient faire mes parents, voire les grands-parents, arrière-grands-parents, c'est que pendant très longtemps, c'est les clients qui venaient à eux. Donc, pour autant, c'était pas pour autant facile, mais c'était très différent. Ils venaient à eux pour trouver le produit, pour l'acheter et pour le ramener dans leurs établissements. La première adaptation, ça a été déjà d'aller vers le client. Aujourd'hui, les clients ne se déplacent plus pour faire leurs courses, à part dans quelques grandes surfaces professionnelles que l'on ne citera pas. Mais on va vers le client, donc ça, c'est un service nécessaire de trouver de la logistique. Et il y a des logistiques de plus en plus intéressantes, y compris en vélo dans les centres-villes. Donc ça, c'est une belle adaptation. Et puis d'aller vers eux, c'était aussi de développer des stratégies commerciales. Hyper important, alors qu'avant, il n'était pas nécessaire d'avoir des commerciaux. Donc ça, c'est une grosse adaptation. Du fait d'aller vers le client, c'est pas pour prendre forcément de la commande, en tout cas dans notre état d'esprit à nous, c'est pour aller échanger avec lui sur ses besoins, sur un changement de carte pour un restaurateur, sur la préparation d'une grosse saison, mettons pour un charcutier en fin d'année, c'est hyper important, ou pour s'adapter au futur mariage pour un traiteur réception par exemple. Donc les changements de carte, les besoins, c'est ça qui motive et qui va permettre au commercial d'avoir une vraie action avec le professionnel. Donc on a des commerciaux qui sont passionnés avant tout par les produits. Ça, c'est très très important. Et s'ils le sont pas, on va essayer de les piquer, on va les droguer aux produits. Ça, c'est vraiment la première chose. Ensuite, si on par type de profession, les traiteurs, il faut leur apporter de la nouveauté.
eux, ils vont avoir besoin de présenter toujours des choses nouvelles. Donc, à nous, à partir de nos matières premières, d'inventer des choses, des produits qui peuvent être un petit peu élaborés. On est beaucoup dans la matière première, mais on va pouvoir proposer des produits un petit peu plus élaborés pour nos traiteurs réception. Le restaurateur, il veut de la nouveauté et il veut pouvoir raconter une histoire sur sa carte, mettre un nom, mettre une origine, éventuellement mettre une location, un endroit. Mais il faut lui apporter des choses nouvelles et puis un produit qui va correspondre à sa cuisine. C'est pas toujours le meilleur produit, mais c'est le produit qui va correspondre à la brasserie qui fait du volume, aux 3 étoiles qui veut un petit truc particulier, au bistronomique qui est une belle représentation aujourd'hui de ce qui se fait. Et puis sur les bouchers charcutiers, c'est l'authenticité. Donc là, ils vont vouloir proposer à leurs clients des produits authentiques, bons. C'est les seuls qui vont peut-être être plus sensibles aux produits bio ou en tout cas bien élevés. C'est les plus sensibles à ça, parce que la clientèle est très sensible à ça. Donc le label bio est peu développé dans une entreprise comme la nôtre, parce que les restaurateurs, c'est pas ce qu'ils vont aller chercher en premier, mais des producteurs du collège culinaire, par exemple, très très intéressants, et on en a quelques-uns avec qui on travaille. Le label Bleu Blanc Cœur, qui un peu méconnu par les professionnels, curieusement, peut-être plus que par le grand public, mais super intéressant dans la démarche. Et puis des labels, label rouge, IGP, AOP, voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Belle philosophie en tout cas. Olivier, alors justement, on n'arrête pas de parler de l'alliance entre, en tout cas l'aller-retour entre tradition et modernité. Toi, dans tes créations, tu parlais de créativité, de créer, de l'obsessionnelle créativité. Comment tu arrives à équilibrer cette tradition et ses besoins, ses envies d'innovation ? Je pense déjà alors il y a certaines alliances qui sont très traditionnelles et qui fonctionnent très bien, donc on va pas les modifier, mais on peut travailler sur la forme. Je pense notamment à la pavlobûche que j'ai développée. J'adore. La pavlobûche que j'ai développée dans l'urgence un 24 décembre ou un 23 décembre. Comment faire une bûche j'avais plus le temps, j'avais pas le temps pour la prise au froid pour une bûche classique. Tu sais, tu montes ton biscuit, ta ganache montée, il faut que ça passe une nuit au congé. J'avais pas cette nuit. Donc, je me suis dit, en revanche, je peux faire une base de meringue, une pavlova, qu'on va appeler pavlobûche, la dresser en forme de bûche et ensuite faire retrouver tous les ingrédients. Et je l'ai fait donc comme ça, et ça a marché du tonnerre, parce que après tout le monde me demandait, je veux une pavlobûche. C'était quel goût ? Alors je l'ai décliné. La première, elle était poire vanille. Et ensuite, je l'ai décliné chocolat parce que pendant les fêtes, les gens adorent le chocolat, donc chocolat noisette et praliné. Et ensuite, je l'ai décliné exotique, donc passion, mangue, vanille. Je l'ai décliné pistache, framboise. Voilà. Et ça a été mon premier atelier quand j'ai fait en décembre, quand j'ai commencé mes ateliers donc chez Michoco Migato. J'ai fait 2 samedis d'affilée avec la pavlobûche, puisque les gens voulaient aussi pouvoir la refaire chez eux pour les fêtes. Donc voilà. Et après, il y a aussi, j'essaie aussi d'être innovant dans le dressage, d'être innovant dans un pochage un petit peu plus original, un peu plus difficile aussi. Et puis dans des associations, moi j'adore le mélange, l'association pistache, fleur d'oranger, pistache rose, des choses qui, voilà, qui ne plaisent pas obligatoirement à tout le monde. C'est pas, ça n'emporte pas le chocolat rassemble tout le monde. La rose. Bon, c'est pas obligatoirement le kiff de tout le monde, mais voilà, ça surprend et ça change un petit peu. Faut que ce soit bien dosé parce que sinon ça sent le savon, c'est pas l'objectif. Mais c'est aussi plus léger parce que moi je suis pas plus frais. Je suis pas un grand fan du chocolat. Donc, mais par contre tout ce qui est citron, et là récemment j'ai fait un atelier avec du citron. Il y a un confit citron vert, huile d'olive, basilic, qui est d'une fraîcheur. C'est génial parce que l'été ça fonctionne l'hiver aussi. Et en fin de repas, on sait tous que le gros problème de la pâtisserie, c'est qu'on finit par la pâtisserie. Alors que je revendique une entrée pâtissière, mais ou des dîners de pâtisserie, mais les diététiciens me disent non. Donc il faut aussi penser à ce côté un petit peu frais et léger. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Benjamin, alors quels sont les défis, toi, que tu as rencontrés lors du lancement de ton entreprise ?
Il y en a eu plusieurs. C'était quand déjà ? C'était en 2022, novembre 2022. Donc ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que j'ai lancé l'entreprise Bibo. Il y a eu énormément de challenges. Alors au niveau personnel déjà parce que j'ai décidé d'entreprendre en sortie d'études. Donc sans ressources particulières. Je l'ai dit avant, mais je me suis réorienté une première fois du droit vers les sciences de l'environnement. Là, je faisais encore un nouveau mouvement plutôt vers l'artisanat. Et c'était un monde dans lequel je n'avais pas de réseau ou d'accroche particulière. À ce moment-là, je vivais à l'étranger, donc je suis revenu en France pour lancer le projet. Donc il y a eu pas mal de mouvements personnels, mais sinon les plus gros défi que j'ai rencontré, c'est sur l'explication de ma vision, parce que quand on explique qu'on veut utiliser la torréfaction pour faire des nouvelles boissons et que globalement on s'intéresse aux alternatives au café, tout le monde se dit oulala, voilà un mec qui veut complètement arrêter le café, le remplacer, mais ça va pas. Puis c'était un moment où il y avait aussi toutes les guéguerres des alternatives végétales, toute une question de positionnement. D'ailleurs, moi, j'étais très au clair là-dessus. J'ai jamais voulu recréer un café. Ça n'a jamais été l'idée initiale. L'idée, c'était plutôt d'aller explorer nos savoir-faire et les appliquer à d'autres ingrédients. Et d'ouvrir, en fait. Et d'ouvrir, exactement. D'ouvrir la réflexion et les mentalités. C'était exactement ça. Et le plus compliqué, c'était donc d'expliquer exactement ce qu'on fait chez Bibo, parce qu'on vend pas du café, on vend pas du thé, on vend pas non plus une tisane. L'idée, c'était réellement de créer des nouvelles boissons. En fait, ce concept de vendre autre chose, quelque chose de nouveau, c'est à la fois notre force et notre plus grande faiblesse, parce que les gens ont du mal à se représenter ce que ça peut être sans avoir la première expérience gustative. Mais bon, il a fallu tout créer de zéro, que ce soit les produits, mais aussi toute la marque, toutes les explications, le ton employé et toutes les... Exactement, toute cette pédagogie à avoir. Et surtout, et c'est toujours encore le cas aujourd'hui, ne rentrer dans aucune case et pourtant les dessiner. Et ça, c'est beau, ça. Et ça a toujours été le grand enjeu et ça continue de l'être aujourd'hui. Moi, du coup, j'ai créé la marque et je me suis intéressé à plusieurs matières premières. C'est la chicorée, mais c'est aussi l'orge, l'épeautre, le sarrasin. J'ai voulu créer une marque plutôt retail, en direct avec un lien direct avec les consommateurs, mais j'ai eu un intérêt croissant de la part des professionnels aussi, le monde de la restauration. Donc c'est faire le grand écart entre les différentes distributions, entre les différents professionnels, et c'est pour moi un grand terrain de jeu que j'apprécie réellement, mais c'est souvent des enjeux de positionnement et de clarification de ce qu'est Bibo et ce vers quoi on tend. Alors super, déjà Bibo, moi j'ai adoré le slogan. L'alternative chaude qui fait battre votre cœur moins vite mais plus fort. Ouais. Tu nous expliques d'où ça vient, ça ? Et après on va déguster. Oui, parfait. Alors ça, c'est ce petit slogan-là, je l'ai sorti il n'y a pas si longtemps que ça, et c'était ce clin d'œil un peu aux effets négatifs du café et cette volonté de, pour nous, chez Bibo, d'émouvoir autrement. C'était cette volonté de plonger les consommateurs dans une expérience où on va pas les stimuler, on va pas chercher à les réveiller comme va le faire le café et la caféine, mais on va plutôt chercher à faire vibrer les gens avec des notes aromatiques, avec un univers. Et c'est vraiment l'ambition que je porte, qui est incarnée dans cette phrase, qui est vraiment de proposer cette nouvelle culture de la boisson chaude, avec cette idée d'avoir du plus local, du plus conscient, mais pas de le faire au détriment de quelque chose qui soit fun, qui soit joyeux, qui soit sexy, qui soit goûtu. Et donc c'est cette volonté de faire corps de toutes ces idées-là et de pas le faire en défaut du café ou en ayant la volonté de faire du substitut. Non, c'est vraiment cette volonté d'incarner. Bravo, c'est hyper réfléchi en fait. C'est très mature. Ça a mis un peu de temps, tu vois, c'est vraiment... j'ai passé tu as quel âge, Benjamin ? J'ai 26 ans. Bravo. Et j'ai passé un peu de temps à créer les bases vraiment de Bibo, que ce soit les bases de me construire moi en tant que chef d'entreprise, moi en tant qu'artisan, et puis ensuite de faire grandir
la marque et les produits. Mais en fait, c'est tout ce travail initial qui est hyper important, de la base des valeurs que j'ai mis dans ce projet-là. Et je pense que c'est quelque chose typiquement que Frédéric a pu expérimenter, je pense, avec les boîtes familiales, où en fait, il y a une part de transmission et un temps de création, de positionnement, de valeurs, d'idées qui est en fait hyper fort. Et quand on crée un produit comme moi j'ai pu le faire, en fait, on peut pas se réveiller du jour au lendemain artisan et à la tête de plusieurs produits, de concepts ou d'entreprises. C'est quelque chose qui se crée dans le temps. C'est un vrai cheminement. C'est un réel cheminement, et aujourd'hui, je suis aussi hyper humble sur ce que j'ai créé jusqu'à présent et sur ce que sera Bibo à l'avenir. Je sais que là, on est à une étape, mais je sais que le chemin, il est encore hyper long, et il peut se passer encore énormément de choses. En tout cas, j'espère qu'il sera long. Ouais, mais c'est ça qui est excitant aussi. Ah ouais, hyper. Et je me souviens, donc moi, je t'ai rencontré à Foodorama. T'as pitché, t'étais le premier à pitcher, Ouais, je crois, le matin. J'ai adoré. T'es sorti, je t'ai chopé, on s'est retrouvés à la table, j'ai dit, toi, je te veux dans mon podcast. C'est vrai. Et tu m'as écrit peu de temps après, et tu es à ma table, et je ne regrette pas du tout, parce que franchement, bravo. Tu nous fais goûter. Bah, bien sûr. Allez, on y va. Raconte-moi. Alors, encore plus. Allons-y, on va commencer par ma nouveauté. Voilà, on est dans l'émotion. Là, j'adore. Émouvoir autrement, c'est parfait. Exactement, on y est. Donc là, on va commencer par la nouveauté, qui est un retravail autour du sarrasin. Donc là, on se replonge dans d'autres expériences que j'ai pu avoir. J'ai eu la chance d'aller étudier les sciences de l'environnement, du coup pas seulement en Angleterre, mais également aux États-Unis et en Chine. Et pendant mon passage en Asie, on m'a notamment fait boire des infusions de céréales, et notamment de sarrasin. Et je vous avoue que à certains moments, j'avais plus du tout l'impression d'être à Tokyo, mais plutôt d'être à Brest ou à Rennes. Et donc là, je vous propose de tester cette infusion de sarrasin grillé, où là, on va vraiment avoir cette expérience de dégustation autour du sarrasin. Alors, on a le premier impact. Voilà, ces notes de noisette, ces notes de châtaigne. On a un nez qui est très riche. Là, on est en Bretagne. Voilà. Ça, c'est ma Bretagne. Et donc là, je me suis vraiment inspiré des savoir-faire justement japonais, et je l'ai appliqué avec des produits du terroir. Donc là, je travaille avec la filière du sarrasin en Bretagne, et je vais venir du coup torréfier. On a la boule. Voilà. Ah non, mais c'est dingue. Non, apéros grec. Battez-vous. On peut être à plusieurs endroits. Et donc là, on est sur une infusion pure de sarrasin. On va utiliser toutes les méthodes douces d'infusion du café. Donc là, idéalement, la cafetière à piston. Mais on va pouvoir aussi utiliser la cafetière filtre ou les nouvelles méthodes Chemex V60. Mais on peut également utiliser les ustensiles d'infusion du thé. La théière, la boule à infusion, tout fonctionne. Et au-delà de l'usage simple d'infusion, on peut travailler également sous forme de latte, donc en ajoutant du lait. Mais on peut également le travailler pour, par exemple, twister un café. On va le mettre au fond de son filtre, on rajoute sa mouture de café, on le fait passer, et là, on découvre un potentiel de twist aromatique qui est assez dingue. On a un usage également en pâtisserie. J'y reviendrai parce que je commence à travailler mes ingrédients aussi dans cet univers-là. Oui, pour imbiber les biscuits. Oui, ou tu peux faire aussi une ganache montée sarrasin, faire infuser ta crème, et ça doit être super. J'ai tout de suite pensé à ça, doit être super, super fin, ouais. Exactement, on a plein d'arômes qui sont assez subtils, assez fins. En fonction du temps d'infusion, l'extraction et autres, on peut arriver à des résultats complètement différents. Ok, donc sarrasin, moi je valide, personnellement. Parfait. On continue la dégustation. Allez, on y va. Alors là, on va vers mon blend signature. Sur ce blend-là, c'est vraiment lui qui a créé Bibo. Moi, j'étais fan de café blend, donc assemblage de café, pour les complexités aromatiques que ça peut créer. Quand j'ai voulu transformer la chicorée, j'avais du mal à pouvoir avoir ce côté assemblage. Et donc, c'est à ce moment-là qu'est venue l'idée d'ajouter des céréales. Et donc là, je vais mettre à l'honneur l'orge, l'épeautre, la chicorée et le sarrasin, qui sont tous torréfiés puis assemblés. Et là, on a cette volonté de recréer l'univers de la boulangerie dans la tasse. Donc là, on connecte très directement avec le patrimoine culinaire français. Cette volonté d'avoir le pain, d'avoir la viennoiserie. Et vraiment des notes assez subtiles, assez légères. On va sur le pain grillé, le pain toasté, les céréales caramélisées. On va sur quelque chose d'assez gourmand.
Mais c'est très original. De toute façon, c'est ce que Oui, c'est. elle s'appelle l'original parce non, qu'elle l'est. Et là, c'est aussi la volonté de trouver le bon ajustement entre la gourmandise, l'amertume, l'acidité. Tu on sais à essaie quoi d'être je bien pense? positionné. Moi, j'utiliserais ça pour un risotto. Complètement. On le travaille beaucoup en Tu vois? salé. Ouais. Finalement, C'est-à-dire, tu as ton avec bouillon les et puis restaurateurs. voilà, la louche, et puis tu fais imbiber le. À le date, riz. on l'a utilisé également pour même des rince-bouches dans des restos étoilés pour accompagner d'un plat à un autre. Il a été utilisé en cocktail, il a été utilisé aussi sur Illimité, c'est Ouais, illimité. en fait. c'est vraiment illimité. Là, on crée vraiment des nouveaux terrains de jeu. Ah, c'est super rond. C'est, Ouais, c'est incroyable. Voilà. Et la chicorée. Ensuite, on est sur la chicorée. Moi, j'ai une partie de ma famille qui vient du Nord, donc Ok. chicorée. Voilà, là, du coup, c'est première boisson que j'ai voulu travailler. Tout simplement parce que quand j'ai voulu m'intéresser aux alternatives au café, je suis allé sourcer de la chicorée en magasin et je suis tombé sur des poudres solubles et c'était pas trop l'image que je me faisais des boissons chaudes. J'avais déjà dépassé cette étape de la boisson soluble et donc là j'ai voulu retravailler les profils de torréfaction et donc là je le fais en pleine cohérence de la filière aussi. Donc je collabore avec la filière de la chicorée dans le nord de la France. Donc là on est sur un produit qui a été torréfié lentement et qui va permettre d'exprimer aromatiquement plutôt des notes caramélisées. On va avoir des notes fruitées également qui vont sortir, le pruneau. Le pruneau. Ouais. Le pruneau, Ouais. c'est vrai. On va aussi avoir quelques notes sur les épices, plutôt sur la réglisse, un peu d'anis également. Et donc là encore un énorme terrain de jeu parce que c'est des notes aromatiques qui fonctionnent très bien en boisson, en sucré, en salé également. Et là vraiment plein de choses à faire. En pâtisserie, je viens de sortir en collaboration avec la pâtisserie Jouvence à Bordeaux et son chef Johannis Lasmont. On vient de créer un chou chicorée et sarrasin. Mais du coup, si vous voyez, on est sur quelque chose de très gourmand avec des crèmes, des chantilly infusées. Et là, on est sur un potentiel de développement assez énorme et ça vient répondre aussi à cet enjeu du monde de la pâtisserie qui est aussi sensible à sourcer plus localement des produits qui vont apporter justement des aromatiques intéressantes pour sortir des classiques cacao ou vanille qui viennent de loin, même si la Bretagne est en train de se remettre sur le marché avec la vanille. Je pense que tout le monde est en train de suivre ça, mais il y a en tout cas plein de belles perspectives à créer autour de ces produits-là. Bravo. Moi, mon préféré, sarrasin. Vous? Sarrasin, mais chicorée, j'adore la chicorée. Mais sarrasin, Frédéric? très surprenant. Ouais. Moi, sarrasin, j'adore et ça me donne des idées. Et chicorée, j'ai pas idée de ce qu'est la chicorée. Et je trouve que c'est celui du milieu qui m'a le moins impressionné, mais ça demande à être dégusté, redégusté. Mais ça, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est très riche, en fait. Il faut laisser le produit infusé dans la bouche. Enfin, il y a une grande longueur en bouche, donc ça, c'est super. C'est super. Bravo. Hein. Merci. Ouais, c'est effectivement tout ce travail autour de la chicorée qui est un produit qui fait partie du patrimoine culinaire français, mais qui s'est implanté dans des moments où on voulait rechercher des notes aromatiques du café. Donc là, il y a toute une partie à déconstruire pour vraiment sortir de cet univers café et aller plus sur l'expression de ces aromatiques pures. Mais juste pour répondre brièvement sur ce qu'est la chicorée, en fait, c'est une racine qui ressemble au panais. Et donc c'est une racine qu'on va débiter en des morceaux qu'on appelle les cossettes. Ces cossettes-là, on va venir les torréfier et ensuite on va avoir la granulométrie nécessaire pour arriver après à des infusions et des extractions. Waouh. Bon, ok, top, très impressionné. Frédéric, alors justement, le trophée Masse, quel rôle joue-t-il dans l'écosystème de la gastronomie française? Il a été créé quand? Il sert à quoi? Il est destiné à qui? Et c'est quand la prochaine date? Plein de questions. Le trophée Masse, c'est une belle histoire. Nous, c'est une façon aussi, ça a été une façon de porter l'univers du foie gras d'une manière différente et maintenant de porter notre univers, tout notre univers et d'aller vers les jeunes cuisiniers de demain. Donc les futurs grands de demain, ceux qui veulent se battre pour faire des belles choses. Donc c'est une idée de ma maman, tout simplement à l'initiative d'un salon professionnel qui est le Cerbotel à Nantes. Quand mes parents ont installé Masse à Nantes,
Il y avait un salon, donc c'était assez logique de faire ce salon professionnel. Et le salon a demandé à ma maman de créer un concours de foie gras. Alors c'était très basique. Les professionnels apportaient leur terrine qui était jugée sur place. Donc, et ça a fonctionné comme ça très bien, d'ailleurs, pendant plusieurs années, pendant les éditions de ce salon. Quand j'ai repris l'entreprise et donc que j'ai repris le Trophée Mas, moi j'ai souhaité d'une part que ça devienne un concours de foie gras, mais cuisine, plutôt chaud. Donc c'était déjà plus compliqué. On a commencé par le faire au Salon Serbotel, puis on l'a fait en national. C'est devenu donc un trophée national. Et d'ailleurs, ça a été à ce moment-là, ça a pris un peu plus d'ampleur et ça a été le premier concours de Guillaume Gomez. Donc je suis très fier de ça et Guillaume est très attaché au trophée. C'est resté comme ça jusqu'à ce que Sabine donc nous rejoigne dans l'entreprise. Et Sabine, elle m'a dit, on va en faire un trophée avec des sélections régionales et une finale nationale. Donc je trouvais ça complètement dingue et absolument démesuré, et c'était le cas. Mais on y va quand même. Mais évidemment, ça c'est très féminin, ça, d'aller au bout, de casser les murs. Donc elle y est arrivée et elle en a fait quelque chose qui est une très belle aventure aujourd'hui, puisque c'est un tremplin pour les jeunes chefs avec le concours des chefs installés, des grands chefs de la gastronomie. C'est encadré par des meilleurs ouvriers de France et des chefs très engagés. Donc il y a beaucoup de rigueur, mais beaucoup de bonne humeur. C'est animé dans les régions, le Grand Ouest, le Grand Sud, la région Rhône-Alpes, le Grand Est, Paris Nord, Normandie. Et donc là, on est à peu près à 35 ans d'histoire. La 17e édition qui est en route, qui va démarrer au Serbotel au mois d'octobre, on a un peu de temps devant nous, et avec une nouvelle région cette année, qui est la région bordelaise. Sur le salon, comment il s'appelle ce petit salon à Bordeaux en novembre ? Je m'adresse aux Bordelais. Et à la fin, c'est à Paris. Et la finale, c'est à Paris ou pas du tout ? Pas forcément. La finale dépend. peut être à Lyon. La dernière fois, c'était au campus de Groisy, qui est un campus extraordinaire près d'Annecy. Ça a été au CIRA. Ça a été. Ça dépend en fait du moment. Ça dépend de l'accueil que peut nous réserver une école ou un salon, de la volonté aussi de mettre des moyens et nous-mêmes, on a aujourd'hui, c'est une certaine organisation avec des partenaires qui sont très engagés. Donc, on est ravis de cette histoire. Pour finir, c'est un tremplin. Pourquoi ? Parce qu'on a des chefs qui ont fait le trophée, qui maintenant sont installés, étoilés, ou qui étaient installés, qui ont été étoilés après. On a des chefs qui ont fait le Bocuse d'Or, et un certain nombre, les sélections du Bocuse d'Or France. On a des chefs qui ont passé le meilleur ouvrier de France et certains qui l'ont eu. Donc on considère que c'est un vrai tremplin aujourd'hui et il fait partie des concours remarqués, on en est très fiers. Mais c'est un énorme boulot, c'est vraiment 35 ans d'histoire. Merci. Tu nous fais rêver, Frédéric. Merci. Olivier, alors, donc toi, tu donnes des cours de pâtisserie. Oui. La pâtisserie, alors moi je suis plus cuisinière que pâtissière, mais on sait que c'est très exigeant, c'est très rigoureux, c'est très technique, il faut grammer. Tu vois, moi c'est ça qui me gonfle parce que moi je suis à l'instinct en permanence. Donc dans ton approche pédagogique, comment tu allies à la fois pour les marmitons qui sont avec toi la rigueur et la liberté ? Alors déjà pour te rassurer, mes élèves quand ils arrivent, tout est déjà grammé. Donc ils sont dispensés et de la plonge et des pesées. C'est bien. Donc je m'occupe des pesées. Mais effectivement, quand il faut faire les pesées pour 7, pour mes 6 et puis pour moi, c'est du boulot. Mais en fait, dans ce que je propose comme recette, il y a cet esprit de création. En revanche, les élèves viennent chercher la rigueur. Quand on est passionné de pâtisserie, alors je ne demande pas de niveau. Il n'y a pas de niveau minimum exigé, mais évidemment, il y a une certaine appétence pour la pâtisserie. Et ils viennent chercher de la précision. Donc moi, j'écris la recette, j'essaie d'être le plus précis pour qu'ils puissent la refaire chez eux. Et très rapidement, je me suis aperçu qu'ils voulaient en plus des feuilles, prendre des notes, et ils ont 36 000 questions. Parce qu'ils veulent de la précision, de la rigueur. Et si ça marche pas, ça marche pas. Et alors moi, je suis ravi. Mais c'est ce qu'ils viennent chercher, en fait. Quand on est en atelier, moi, mon rôle, c'est aussi de les rassurer. Mais effectivement, le gramme près, c'est important. Le temps de cuisson, c'est important. Par exemple, ces cookies, ce matin, c'est entre 15 et 16 minutes. C'est pas 15-30. C'est à 15, tu mets ton stop, tu vas voir ton four, tu regardes tes cookies, tu leur parles, ils te parlent aussi. Et en fonction de leur couleur, il faut aussi voir, il y a une question d'œil. Donc, j'essaie aussi de leur dire qu'à un moment donné, c'est pas
que mathématique. Il y a quand même une certaine l'œil sur la cuisson, une ganache montée. J'ai pas de recette miracle. Il y a un certain nombre de choses qu'on doit faire, mais ensuite quand on la monte, il faut être dessus. Il faut voir à l'œil pour pas aller trop loin. Parce que si on va trop loin, j'ai pas de solution miracle. Mais je vais pas leur dire c'est 3 minutes 12 à vitesse 7. Ça marche pas comme ça. Donc il y a aussi une certaine expérience avec la matière, parce que ça dépend aussi de la chaleur, ça dépend aussi de notre du robot, du four, il y a aussi tout ça. Bien sûr, voilà, exactement. Le four, il y a une température, mais chaque four est différent. Donc voilà. Mais ils viennent chercher cette rigueur qu'on manie dans la bonne humeur, évidemment, parce qu'il faut que les gens arrivent un peu stressés parfois dans les ateliers pâtisserie, se connaissent pas. Oui, il y a toujours un peu d'appréhension pour ceux qui n'ont jamais... C'est combien le groupe, en général ? Alors, 6 en solo. Et je fais aussi des duos. Donc là, c'est 4 postes, mais ils sont 4 duos. Donc j'ai 8 personnes dans l'atelier. Quand ils arrivent à 2, ils sont déjà plus rassurés. Mais quand ils arrivent à 6 et qui découvrent que l'un pâtisse déjà pas mal, donc celui il y a un peu la comparaison. Voilà, la comparaison fait que tout de suite mais donc j'essaie de rassurer tout le monde, et puis moi je suis là pour pas faire à leur place, mais les aider, les rassurer, voilà. Merci beaucoup. Moi je suis super content de découvrir l'homme qui parle aux cookies. Mais tu peux pas imaginer ce qu'il me raconte. L'homme qui murmure à l'oreille des cookies. Génial. Alors, tout à l'heure, on parlait du Collège culinaire de France. Benjamin, donc toi, tu es membre. Est-ce que tu peux nous expliquer comment il contribue à la promotion de l'artisanat face aux enjeux actuels de l'industrie alimentaire ? Oula. Ah oui, c'est très compliqué. Sérieux. Quel est le rôle du collège, quoi ? Vous avez 2 heures. Ça pourrait être une disserte. Non, alors le rôle du collège, c'est justement de créer un espace pour se rassembler entre restaurateurs, producteurs, qui nous sommes les défenseurs de l'artisanat et du bien manger, de la gastronomie française. Donc l'objectif du collège, c'est simplement de pouvoir repérer et mettre un gage de qualité sur les travaux soit d'artisanat de produits ou d'activités de restauration, et ça permet au-delà de la reconnaissance ou de la médaille attribuée, de créer un espace de collaboration qui est vraiment porteur de sens pour tous les membres, puisqu'on a des liens directs qu'on partage sur cette volonté de promouvoir l'artisanat de qualité, l'artisanat de goût, avec des procédés respectueux, soit des terroirs, soit des traditions, soit des enjeux de demain. On essaie de trouver le meilleur curseur pour proposer la plus grande qualité et les meilleurs produits aux consommateurs. Tu vois, finalement, c'était très clair. J'espère. Alors, la première partie est finie. Il y a la deuxième. Allons-y. Frédéric qui me regarde avec... J'ai rien apporté à manger, j'ai honte. Non, c'est vraiment vrai, t'as rien apporté parce qu'on pensait que c'était une blague. Non, malheureusement. Alors, il est 11h05, le foie gras, là, ça aurait été bien, une petite tartinette. Ça aurait été tellement parfait. Tartinette. Non, mais j'ai vraiment honte. Oh, mais arrête, Frédéric. Ça va, tu nous racontes des belles choses, donc on te pardonne. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, moi, je suis une ancienne professeure de lettres. Vous le saviez ? Oui. Tous les trois. Ah oui. Donc, je vais vous lire un passage et je vous pose la question ensuite. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leur gouttelette presque impalpable, l'édifice immense du souvenir. Quelle est votre Madeleine de Proust ? Alors spontanément, la terrine de lapin de ma grand-mère. Qui s'appelait ou qui s'appelle ? Non. mais tu es jeune, oui, certes. Jeune. Non, elle s'appelait Yvonne, c'était Mme Yvon, et la terrine de lapin qui était faite avec des gros morceaux de lapin et une gelée incroyable dessus, c'était une gourmandise inouïe. Et ça, je m'en souviens encore, et je l'ai jamais retrouvée. J'ai jamais non plus essayé de la faire, donc c'est pas brillant. Mais ça, c'est un joli souvenir. Ouais. C'est beau. Benjamin ou Olivier ? Moi, c'est la forêt noire de mon oncle. Tu ne sais pas, mais j'ai un oncle alsacien. Je sais que l'Alsace t'est cher. Oui. Il faisait la forêt noire, il montait la chantilly à la main.
Donc j'ai encore l'image. Je le vois faire des 8 avec son fouet. Et au bout de combien de temps elle monte cette chantilly? Mais elle montait, ça reste, Ah ouais. c'est impressionnant. Ouais. Sans mascarpone, sans rien en Oui, plus, oui. Hein, parce qu'aujourd'hui il y a plein de trucs qu'on peut rajouter pour faire monter une Bien chantilly sûr. toute seule. Mais non, il arrivait à monter cette chantilly. Mais alors pour le coup, j'étais pas du tout, je cherchais pas à participer ou à la faire avec lui. Mais il m'avait à la bonne et il me gardait toujours un bol de chantilly au frigo et j'avais le droit. Donc c'était Tu que avais pour quel moi. âge? Oh bah ça a duré jusqu'à de mes 4 à mes 15 ans, je pense que j'ai dû mettre le doigt dans le bol de chantilly. Voilà, ça c'est pas un gâteau que je fais souvent et quand je le fais, je suis stressé. J'ai trop de pression Comment avec la s'appelle forêt ton noire. oncle? Tonton Charlie. Tonton Charlie. Là où il est, voilà, je pense On beaucoup pense à à lui. tonton Ouais, Charlie. ouais. Très bien. Benjamin? Moi, ça va être le pain perdu de ma mère. On était 5 à la maison, donc on avait toujours beaucoup de pain et ça arrivait qu'on mange pas tout et on avait très régulièrement du pain perdu. J'avoue que j'ai le souvenir de boire carrément ce qu'on appelle le jus de poule. Parce que j'adorais ça. Alors, on est très amateur de rhum dans la famille aussi, donc peut-être que j'aimais bien ces notes-là dès l'enfance, je sais pas. Donc dans l'appareil, il y avait un petit peu de rhum. Il y avait un peu de rhum, et c'est ça change tout. Mais ouais, ce pain perdu et la manière dont elle le préparait, c'était vraiment juste parfait, en rajoutant un peu de cassonade dessus, le croquant du sucre, tout ça. C'était vraiment... le beurre. Ouais, le beurre le aussi beurre de la aussi. cuisson. Exactement. C'est quelque chose d'hyper gourmand et que je fais pas si souvent que ça. Mais qui est en note aromatique ou en goût, quelque chose que j'adore et tu vois que j'ai essayé aussi de retrouver sur certaines de mes recettes avec ce côté pain toasté, pain grillé. C'est vraiment des notes que j'apprécie énormément, celles de la boulangerie, de la viennoiserie, tout ça. Super, merci pour ces souvenirs. Qu'est-ce qu'il y a toujours dans votre réfrigérateur? Du beurre. Avec pareil. le regard. Ah, du beurre, bah oui, du beurre. Ah oui. Voilà. Moi, ça va être un peu spécifique, mais j'ai ramené énormément de culture gastronomique de mes passages en Asie. Et donc, j'avoue que j'ai 1 milliard de sauces, de pâtes et autres qui viennent soit de supermarchés asiatiques ou autres. Et donc, j'avoue que mon frigo est pas mal rempli de différents petits pots. Beurre et pâte de pistache. Beurre et pâte de pistache. Tu l'as fait maison, ta pâte de pistache? Ouais, C'est dur à faire, ça. Non, c'est pas très difficile, c'est un peu long, mais les pralinés maison sont tellement c'est tellement meilleur. Dis-nous comment tu fais ta pâte de pistache. La pâte de pistache, je fais torréfier mes pistaches, ensuite je fais un caramel sec à côté et ensuite je broie. J'ajoute une fois que le caramel est solidifié, je le casse en morceaux, je mets ça dans un gros blender. Alors il faut que ce soit suffisamment solide parce que j'en ai détruit quelques-uns. Ah bah ouais, tu m'étonnes, c'est quand même dur. Voilà. Caramel. Et ensuite, mais c'est super à regarder parce que la poudre, tout se transforme en poudre, tout se mélange et ensuite tu continues et le fruit va rendre son gras et donc ça devient une pâte. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut avoir un robot extrêmement solide et puissant. Voilà, mais c'est un peu long, mais si tu fais une grosse quantité, et l'avantage c'est que ça se garde quand même très bien, mais il n'y a pas photo avec ce qu'on peut trouver dans le... De toute façon, le fait maison, il n'y a le pas fait photo. maison, voilà, exactement. Donc, mais quand tu le fais, tu fais une grosse quantité, tu fais ton praliné pistache, tu fais ton praliné amande, tu fais ton praliné amande noisette, noix de pécan, enfin voilà, tu t'habilles pour l'hiver, quoi. Entre deux cuissons de cookies. C'est quoi le cookie le plus dingue que tu aies pu faire? Ah ben, Ou que tu as envie de faire? Là, j'ai fait un atelier pour les ados et j'ai fait un cookie avec un insert parce que bon, il faut leur vendre du rêve aussi, hein. Donc un cookie avec un insert spéculoos. Donc le cookie, la pâte à cookie est faite avec une base de biscuit spéculoos et à l'intérieur, on a une petite bille de pâte spéculoos. En fait, tu fais congeler, tu prépares, au début, tu congèles ta petite bille, tu roules ta petite bille, tu la mets au congèle, ensuite tu fais ta pâte à cookie. Une fois que tu as tes boules de 63 grammes, c'est important. Ça peut être un peu plus. On aplatit notre boule et on vient à l'intérieur mettre cette petite bille donc congelée de spéculoos. On referme, on a notre boule et ensuite on peut enfourner. Et donc quand on croque, on a. Donc ça, tu peux le décliner avec toutes les pâtes que tu veux. Mais le cookie avec insert, c'est top. Donne envie ça. Oui, Benjamin. Et tu n'arrives pas à te faire un cookie à la chicorée, je comprends pas. Et non, mais j'ai. Je pensais plutôt pour le Paris-Brest à la chicorée. Ouais. Moi, je fais des cookies salés. Ah oui, ça, Ah c'est ouais. super. Ça. Après, Ouais. tu fais... Ah. tu mets...
Bah oui. Eh oui. Bah oui, avec du comté par exemple, des petites tomates séchées, de l'origan frais. On n'a pas goûté avec le foie gras parce qu'il n'y en a pas. Un peu Non, de mais- chorizo, oui. Non, mais là, j'ai envie de vous demander, surtout aux pâtissiers, la truffe. La truffe, oui. La En, Parce que truffe, ça, mais- c'est- en sucré, ouais. C'est une de nos grandes passions, le métier originel et la truffe et les desserts, c'est un vrai sujet. Ah oui, 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 oui. Bah, c'est un vrai sujet aussi. Bon, alors il faut aussi avoir une bonne truffe. Il faut Ah oui. Donc ça veut dire aussi ça implique une. Sortons des arômes. Toi, t'es sur la noire ou t'as la blanche aussi? Nous, c'est surtout la truffe de saison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la truffe d'été, à l'automne, ce sera la truffe d'automne, bien sûr la truffe d'hiver, la plus célèbre, et puis la truffe d'Alba blanche à la petite saison courte. Mais c'est la truffe de saison avec la reine des truffes, la Mélano. Mais il y a plein de choses à faire avec la truffe d'été, par exemple. Et en tout cas, c'est un sujet que je trouve intéressant avec la pâtisserie ou avec le dessert en général, mais certainement très difficile à manier. Oui, très difficile parce qu'il faut pas. Mais Bah, ça emporte. Hein. Voilà, il faut pas que ça emporte, mais en même temps, il faut que ce soit présent parce que si c'est juste pour dire voilà, c'est à la truffe mais que je ne la sens pas, donc c'est toute la difficulté. C'est comme la rose de tout à l'heure. Il faut que ça tapisse, mais il faut pas que ça se transforme effectivement en quelque chose de trop chimique. C'est des tests. Après, il y a une question de coût aussi parce que on a dans les matières premières en pâtisserie, tout explose, tout augmente. Comment est-ce qu'on fait pour répercuter? C'est un vrai sujet. Bon là, il y a c'est Pâques et donc on a le sujet du chocolat, mais il n'y a pas que ça. La vanille, la pistache, enfin tout est... Le beurre. Le beurre déjà, le beurre, la crème. Oui, oui, tout explose en termes de coût, donc c'est compliqué. Mais je pense qu'il y a quand même de la demande et de la place pour ce genre d'expérimentation parce que les gens cherchent aussi, le consommateur cherche aussi la nouveauté pour lui ou pour surprendre ses convives, parce que c'est important. Bah voilà, il va y avoir un test à faire. Complètement. Et même si je peux m'insérer sur la partie Mais boisson, je t'en prie. parce que ça peut paraître éloigné, mais pas tant. Il y a eu une tendance à un moment avec le café et l'huile d'olive. Alors, ça donne des résultats qui peuvent être intéressants. Est-ce que ça mérite d'être si largement démocratisé? Je ne sais pas. En tout cas, Starbucks l'a fait dans beaucoup de pays. Et à ce moment-là, j'avais testé mes infusions avec un ajout d'huile de truffe dans un latte ou autre pour rendre le truc hyper gourmand. Et ça, en expérience gastronomique, c'est hyper chouette. Et moi, je suis hyper ouvert justement à ce genre d'associations qui peuvent paraître complètement insensés à la base, mais qui peuvent créer des vrais parallèles et des vrais univers qui sont justement encore insoupçonnés et qui sont hyper intéressants à travailler. Moi, j'ai testé ça s'appelait le diamant noir de la liqueur de truffe avec du champagne. Et alors, c'est dément parce que ça tapisse. Donc en fait, c'est une sorte de sirop que tu mets dans le champagne. Ouais, mais c'est une liqueur. Ouais. Comme que tu doses comme un kir. Et alors, tu bois pas 3 coupes de champagne. C'est la première en fait qui vient vraiment c'est une vraie tapisser. dégustation. Ah oui, parce que c'est gras. Mais gras dans le bon sens du terme, c'est gourmand, ça tapisse, ça prolonge le goût du champagne. J'ai mis un temps fou à trouver la liqueur de truffe, parce qu'on trouve des huiles de truffe, mais la liqueur de truffe, donc je l'ai trouvée seulement l'année dernière. Tu en as? Non, j'ai une toute petite réflexion, mais tous ces produits sont des produits qui sont aromatisés. C'est-à-dire que ça peut être très bien du moment que c'est bien fait. L'huile de truffe, si elle est savamment dosée, bien sûr, on en propose, mais ça, c'est toujours aromatisé parce que ça ne fonctionne pas avec de la truffe naturelle. Donc, c'est vraiment un produit intéressant. Et la liqueur, j'en ai goûté une bonne d'ailleurs. Mais là, on est sur de l'arôme. Quand on veut fabriquer un produit, je pousserais plus pour de la truffe naturelle, mais on a un vrai problème de coût à ce moment-là. Tu as parfaitement raison sur l'aspect financier. Grosso modo, les truffes, c'est combien au kilo là en ce moment? Dans le monde professionnel, la truffe d'hiver, ça vaut 1 000 €. La truffe d'été, ça vaut 250 € le kilo. Et la truffe d'Alba, c'est des milliers d'euros. Et la truffe d'automne, on va être entre les deux, c'est-à-dire vers les 600 € le kilo. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on n'utilise que quelques grammes. Bien sûr. Un peu plus que le safran, certes, mais quelques grammes de truffe. Donc, on peut se faire plaisir avec très peu. La vanille, j'avais vu qu'à un moment, c'était 900 aussi. La vanille a beaucoup baissé. Hein. Elle a baissé. C'est le seul produit sucré que nous, on véhicule parce qu'il va aussi dans les cuisines. Et la vanille a beaucoup baissé par contre avec des qualités incroyables et des origines incroyables. La vanille, c'est passionnant. Super, c'est passionnant ce que vous dites. Alors, est-ce qu'il y a une personne avec qui vous aimeriez dîner, morte ou vivante? Ça va être plus compliqué. Mais Virginie, tu fais quoi demain?
Non, mais quelqu'un d'assez fou. Là, je suis accessible, moi. Salvador Dali. Ok. C'est difficile. Hein. Ouais, c'est réalité. Message personnel, moi, Charlotte Gainsbourg. Voilà. Charlotte Gainsbourg, ça fait 20 ans que je veux dîner avec elle. Donc là, c'est l'occasion de diffuser ce message. Charlotte. Je suis pas sûre que ça arrivera chez elle. Mais... Si, Bon, je suis sûr. Ouais, je fais des très bons cookies. Bon, moi, je vais choisir quelque chose j'espère, accessible, et comme ça, je vais lancer un petit appel, sait-on jamais. Non, moi, j'adorerais dîner avec un Florent Laden ou un Victor Mercier, parce que justement, je pense qu'on a beaucoup de synergie ou de complémentarité dans nos visions. Donc, je pense que ce serait des échanges hyper enrichissants. Je connais quelqu'un qui le connaît. Bon, Et tu peux m'éclairer? Florent Laden et Victor Mercier, ils sont beaucoup engagés sur justement ouais. Alors Florent Laden, il est dans le Nord, Victor Mercier, il est à Paris avec son établissement Fief, et ils sont vraiment très axés sur la cuisine française et justement sur l'emploi d'ingrédients français pour remplacer toutes les épices et autres. Merci. Très bien, le message est dit. Bon, Salvador, je suis désolée, on ne pourra rien faire. Ouais, mais tu connais Gaël Clavière, qu'on appelle le Dali de la pâtisserie. En plus, il joue beaucoup là-dessus. Tu connais pas? Non, pas du tout. C'est le pâtissier de Matignon. Et Dali, en fait, je me pose la question, je pense que ça pourrait être un moment hyper désagréable. Oui. C'est juste que j'ai une admiration sans borne. Pour ce qu'il fait. Non, sinon, ce serait un musicien. Un musicien, Plutôt rock, blues. J'adorerais passer un moment avec un musicien. D'accord, ok, très bien. Oui, voilà, la photo. Non, mais il joue d'ailleurs. C'est le pâtissier de Matignon, Gaël Clavière. Hein. Ah bah oui, c'est un super beau mec, Gaël. Hein. Ah ouais. Gaël qui est venu dans le 4e ou le 5e, je crois, épisode. Qui est quelqu'un de très gentil et de très, très, très talentueux. Faut que tu le suives sur les réseaux parce qu'il fait des trucs avec de plaisir. dingue. Super. Ouais, et c'est le pâtissier de Matignon. Ok, ensuite, quel est le plat de brasserie pour lequel vous êtes monomaniaque? Vous les adorez, mes questions. Ouais, surprise. Frédéric, il est inspiré ou pas du tout? Non, il y a un plat qui m'inspire, mais il n'est pas du tout de brasserie. Mais vas-y, dis-nous. Moi, c'est le lièvre à la royale qui me rend fou. Ça, c'est une grande complexité, à la fois en préparation, mais aussi en dégustation. C'est extraordinaire. Dis-nous ce que c'est. Alors, le lièvre à la royale, c'est un lièvre vraiment sauvage qui va être préparé pendant 3 jours à base de la farce de ses abats, mélangée à du foie gras et de la truffe. Et la sauce, qui s'appelle une glace, va être faite avec le sang du lièvre. Ça paraît assez barbare comme ça, mais c'est absolument délicieux. Et pour quelqu'un comme moi qui ne suis pas gibier à la base, je trouve que là, il y a une richesse inouïe. Par contre, il faut bien tomber. J'aurais tendance à dire que 1 sur 2 va être un peu sec, ce qui est souvent le gros défaut de ce produit. Il faut que ce soit extrêmement moelleux. En principe, on n'a même pas besoin de couteau, tellement c'est confit. C'est un énorme boulot. Virginie, tu l'as déjà fait? Non, je ne l'ai jamais fait, mais je l'ai mangé chez Jean-Pierre dans le 16e, là. Vigato? Oui. Ah bah, lui, c'était un grand défenseur du classicisme. C'était forcément très bon, ouais, même si je ne connais pas son lièvre à la royale. Très très bon. Mais c'est dur à faire. Je ne travaille pas beaucoup de gibier. Ça me fait un peu peur, mais j'adore le manger par contre. Je crois que c'est difficile, d'autant plus que c'est puissant en odeur et que dans une cuisine, ça peut être vaguement dérangeant. Vaguement. Benjamin? Ouais, je vais te faire un petit clin d'œil à l'Alsace si ça t'est cher au cœur. Moi, ce serait plutôt les vols au vent, une bouchée à la reine. Avec des spätzle à côté. J'ai des racines à la fois du Nord, du côté de ma maman, et de l'Alsace, du côté de mon papa. Et ça, j'avoue que je suis assez fan. Alors, on va difficilement trouver dans toutes les brasseries ou tous les bistrots, mais ça... Donc avec le riz de veau, la vraie bouchée. Et moi, en Alsace encore, c'est le... Oh, vous êtes partout en Alsace. Voilà, je vous adore. Le Bäckerhof le Bäckerhof de mon tonton. Parce que ça, c'est... alors, on le trouve pas partout, mais c'est tellement bon. C'est une viande qui est marinée, c'est un lit de viande, un lit de pommes de terre. 3 viandes. 3 viandes marinées. Et alors, ça sent super bon, la marinade. C'est super bon. Et dans un plat donc typique, qui est fermé avec de la pâte à pain. Et quand on ouvre, c'est génial. Et ce qui est génial avec ce plat, c'est que c'est très bon le lendemain, encore meilleur le surlendemain. Et ça fait longtemps. C'est quoi? Je vais en faire un. Je peux me permettre un petit clin d'œil? Oui. C'est la réinterprétation par Olivier Nasty dans sa brasserie du Bäckerhof de foie gras d'oie. Je connais pas. C'est un très très joli plat. Olivier Nasty. Donc là, je salue mon papa qui parce qu'on a un petit appart là-bas, il y va très souvent chez Monsieur Nasty. Et nous, on y est allés à la fois pour le resto étoilé et en même temps pour la brasserie. C'est un cuisinier extraordinaire. Où j'ai mangé évidemment la meilleure choucroute de toute ma vie. Ah oui? Ah ouais, c'est très bon. Voilà. Donc Patrice, tu m'entends? Voilà. Magnifique maison. On adore. Et tu bosses avec lui? Merci. Oui, j'ai cette chance, oui. Okay.
incroyable. Tu bosses avec beaucoup d'étoilés. En tout cas, ceux qui veulent bien bosser avec nous. Je veux dire, j'aime pas étaler nos clients, ça se fait pas du tout, mais voilà, quand j'ai un clin d'œil comme ça, et le béquet au feu de foie gras d'oie, c'est vraiment un joli produit. C'est une belle interprétation. Et puis surtout, là aussi un autre clin d'œil, c'est que le foie gras d'oie est un peu oublié. Or, c'est l'origine du foie gras. Or, c'est unique. C'est totalement différent du canard, et c'est un plaisir qu'il faut retrouver. Alors, tous ceux qui ont lien avec l'Alsace, vous savez ce que c'est. Et dès que je vais en Alsace, moi, j'adore. Il y a un vrai savoir-faire. Super, on a voyagé dans ma petite région. C'est bien. Est-ce que vous pouvez continuer la phrase ? Pour moi, cuisiner, c'est... Me faire plaisir. Ok. Pour moi, cuisiner, c'est expérimenter. Tu peux continuer, si tu veux. Ouais, j'adore. Je trouve que ça fait vraiment partie d'un apprentissage constant à la cuisine, où tu testes, apprends à identifier une odeur, un point de rupture dans la cuisson, des choses particulières. Et c'est vraiment cette expérimentation. Moi, j'adore. Tu disais tout à l'heure que t'as mis longtemps, tu fais souvent une nouvelle recette à chaque fois. J'avoue que moi, c'est plutôt ma philosophie. Je vais rarement recuisiner la même chose d'affilée ou quoi. Je préfère expérimenter. Moi, je dirais faire plaisir. Très simplement, faire plaisir. J'ai longtemps souffert quand je disais que je suis avocat. Dans 9 cas sur 10, les gens te disent « Oh, j'espère que j'aurai jamais besoin de tes services. » Donc, c'est toujours très charmant parce qu'ils pensent avocat, divorce, contentieux. Alors, en revanche, quand tu dis que tu es pâtissier, peu importe ce que tu fais, leurs yeux brillent. Donc moi, ça me fait beaucoup de bien parce que voilà, ils ont plutôt tendance à te dire mais quand est-ce qu'on goûte ? Donc cuisiner, c'est faire plaisir et voir les yeux briller, contrairement à ce qu'on peut voir dans leurs yeux quand tu leur dis que tu es avocat et que tu vas au tribunal. Et je suis à l'opposé de ces messieurs puisque je ne fais qu'imiter. Mais ça suffit à mon plaisir et parfois au plaisir des convives. Mais je ne sais qu'imiter. Je suis pas un inventeur de la cuisine. Donc tu suis une recette stricto sensu ? Pas stricto sensu, mais en tout cas, oui, mais en tout cas, je vais prendre les grandes étapes. Et il y a tellement d'inspiration. Bien sûr. C'est phénoménal. Et alors, je suis un peu focus sur le foie gras et la truffe. Et c'est assez extraordinaire de disposer de ces produits et de pouvoir les interpréter. Bien sûr. Et la dernière question, quelle est votre définition de la passion ? Doit être constante, mais pas dévorante. Je dirais le grain de sel dans la recherche de sens. C'est beau, ça. Faut que je développe ? Vas-y, développe, fais-nous plaisir. Non, mais la recherche de sens, c'est quelque chose qu'on a en permanence à l'esprit. Il y a cette histoire il y a la logique, il y a les règles, enfin ce qu'on nous dit, ce qu'on doit faire. Et heureusement qu'il y a la passion pour nous faire vriller, déborder, pour nous faire sortir des sentiers battus et aller découvrir d'autres choses. Voilà, donc... Créer nos propres cases, comme a dit tout à l'heure Benjamin, j'ai adoré. Voilà, créer nos propres cases, exactement. Alors, on va terminer avec toi. Ouais, je dirais vibrer et ressentir, pour faire le lien aussi avec ce côté émotion. La passion, pour moi, elle s'exprime. Justement, elle a pour but de faire vibrer. Bien, alors je vais conclure. Chaque produit, chaque geste, chaque savoir-faire, chaque plat sont autant de connexions qui nous rapprochent et nous rappellent que la cuisine est un langage universel. Tous les échanges au micro du Studio Module sont pleins de vérité et d'inspiration, offrant des perspectives uniques sur l'univers culinaire. Je me suis régalée avec vous, messieurs, de vous avoir reçus et entendus, vous qui contribuez à la richesse gastronomique de la France. On a parlé émotion, innovation, expérimentation, tradition et création. Merci beaucoup pour votre élan. Merci Olivier. Merci à toi. Merci Frédéric. Merci et bravo. Merci Benjamin. Merci. Et à bientôt pour d'autres belles rencontres culinaires. Ça y est, notre rencontre prend fin. J'espère que l'inspiration et l'immersion dans l'univers de tous mes invités vous ont mis l'eau à la bouche. La conversation vous a plu ? Les confidences vous ont ému ? Merci de laisser un avis et vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et pour le propulser encore plus loin. N'oubliez pas de faire un petit tour sur mon site internet communique-passion.fr et de vous abonner à ma newsletter. À très vite pour de nouvelles aventures gastronomiques.